Bonjour à toutes et à tous, merci d'être parmi nous. Aujourd'hui, on est là pour parler de la stratégie climat de Carmila et on en a profité pour inviter un de nos principaux partenaires Terre à Terre qui nous accompagne notamment dans la restauration de puits de carbone. Donc on va vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne et quels sont nos objectifs. Donc je remercie Basile de m'accompagner. Donc on va un peu échanger tous les deux sur les divers sujets et vous aurez aussi l'occasion de nous poser des questions à la fin, normalement, si tout va bien. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et les garder pour la fin. Voilà. Merci Thomas. Ravi d'être avec vous cet après-midi. Terre à Terre, on est une jeune entreprise. Ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans qu'on existe. Et donc nous, notre mission principale, on va revenir dessus ensuite, mais pour que vous ayez un petit peu de contexte, on vise à mettre en lien des agriculteurs qui mettent en place des leviers d'action sur leur ferme pour séquestrer du carbone ou éviter des émissions. De ça, ils peuvent émettre des crédits carbone, donc ils sont certifiés par le label bas carbone. Et donc on met en lien ces agriculteurs avec des entreprises qui veulent agir, qui veulent contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique sur leur territoire. Donc on a le cas concret avec Carmila qu'on va pouvoir illustrer cet après-midi. Mais voilà un peu pour vous donner le contexte de départ. Donc pour ce qui est du contexte climatique, très rapidement, je vais passer dessus, mais pour que vous en ayez bien conscience, on a un enjeu qui est fort. On a des engagements qui ont été pris lors de la COP21. Et les enjeux, finalement, ils nous montrent aujourd'hui très concrètement l'impact des activités anthropiques, des activités humaines, sur le réchauffement climatique. Aujourd'hui, les États prennent des engagements, les individus cherchent à en prendre. Il y a tout un enjeu à ce que les entreprises soient elles aussi moteurs. Donc on va revenir sur les engagements pris par Carmila vis-à-vis de cet enjeu climatique. Mais voilà. Derrière moi, cette courbe qui permet de poser un petit peu le contexte. Merci Basile. Donc effectivement, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas, au regard de notre activité, donc notamment forcément très bâtimentaire chez Carmila, on a un impact aujourd'hui non négligeable au global dans le secteur et individuellement forcément via l'activité de Carmila. Donc le bâtiment, aujourd'hui, c'est le 2e secteur qui émet le plus de GES en France, donc de gaz à effet de serre. À la fois pour son cycle de construction, mais aussi pour son exploitation, qui est un sujet qui nous concerne énormément en ce moment. Il y a le sujet des matériaux, il y a le sujet de ce qu'on consomme sur site et hors site. Et on voit bien là sur le graphe qui est en bas à gauche que la partie commerce, donc sur l'ensemble des consommations du secteur, tertiaire représente plus d'une vingtaine de % des consommations au global sur une année, donc là c'est 2015. Donc c'est un secteur qui aujourd'hui est très regardé par les collectivités, par les acteurs privés, par les investisseurs, et on nous demande justement de réussir à limiter notre impact et à planifier une forme, alors je ne prononcerai pas le mot décroissance ici au risque de froisser quelqu'un, mais en tout cas à engager une forme de transition vers une activité de moins en moins émissive en carbone. Alors, petit quiz pour vous solliciter rapidement. Selon vous, qu'est-ce que le concept de neutralité carbone mondiale ? On en parle de plus en plus. Ici, 4 suggestions. Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas de guerre qui soit liée au sujet carbone? C'est le fait que la planète soit en mesure d'absorber autant de carbone que les activités humaines en émettent? Est-ce que c'est le fait que les forêts soient des écosystèmes stables? Ou bien le fait que les activités humaines n'émettent plus aucun carbone? Voilà, effectivement, oui, c'est la réponse 2 a priori, Basile. C'est la réponse B. C'est un bon point. En effet, c'est tout l'enjeu de la neutralité carbone et c'est tout ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir plutôt donc, sur cette partie-là du tableau, on a des activités anthropiques qui émettent bien plus que ce que la planète est en mesure d'absorber. La planète, elle absorbe comment? Elle absorbe avec les puits de carbone. Les puits de carbone, on parle souvent des forêts, on parle pas mal des océans et on parle en fait assez peu du sol. Le sol, ça peut être un puits de carbone qui est formidable. C'est-à-dire que plus un sol est vivant, plus il est chargé en matière organique, et cette matière organique, c'est du carbone. Donc en fait, il y a un enjeu qui est majeur, c'est de faire en sorte de régénérer nos sols le plus possible, afin qu'ils soient en mesure de séquestrer du carbone. Et les premiers concernés pour rendre nos sols les plus vivants possibles, c'est les agriculteurs. Donc, quand on parle de neutralité carbone mondiale, c'est bien l'enjeu de réduire les émissions des activités humaines et en parallèle de développer la capacité de nos puits de carbone à en absorber.
Et juste me permet de rebondir, Basile, parce qu'effectivement, c'est une notion qu'on emploie beaucoup, la neutralité carbone. C'est effectivement le fait de réussir à équilibrer nos émissions avec nos capacités d'absorption. Alors, ça paraît un peu obscur comme ça. J'insiste sur le fait que n'importe quelle activité anthropique ou n'importe quelle activité industrielle, aujourd'hui, émet du carbone. Donc, l'enjeu, c'est surtout de réussir à diminuer déjà nos émissions de carbone au maximum, de les éviter quand c'est possible et éventuellement effectivement de travailler, et c'est ce qu'on fait avec Terre à Terre, et c'est un sujet très important, être en capacité de restaurer les capacités de la planète à capter le CO2. Alors ça, je faisais un petit mot en introduction là-dessus, mais je passe brièvement là-dessus. Donc il y a eu les accords de la COP21 en 2015, l'idée étant de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc cet enjeu, il s'appuie sur 3 axes. C'est 1, mesurer les émissions, 2, tout faire pour les réduire, et 3, contribuer au puits de carbone. Donc c'est dans ce contexte-là que la France s'est engagée à aller vers une neutralité carbone nationale à horizon 2050. Et donc dans ce cadre-là, s'est mis en place le label bas carbone. Donc je vais revenir là-dessus, mais c'est ce label bas carbone qui permet aux agriculteurs de certifier des crédits carbone issus de leurs actions qui peuvent être financés du coup par des entreprises comme Carmila. Peut-être tu veux compléter. Et effectivement, il y a un certain nombre d'objectifs qui sont à la fois de ce qu'on peut qualifier de hard law, donc des choses qui nous sont imposées. Il y a des objectifs qui sont plus aussi de l'ordre de la soft law, c'est-à-dire que en fait, c'est des choses qui nous sont intimées, qui nous sont demandées, mais qui à ce stade n'appellent pas de sanctions, soit pécuniaires, soit autres. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de volontarisme sur nos sujets et que c'est quelque chose de très important d'avoir une approche proactive sur ces questions-là, parce que si on attend que la réglementation devienne assez forte pour nous obliger à avoir un certain nombre de comportements, on n'ira sans doute pas assez vite par rapport notamment à ces objectifs que tu évoquais, et aussi par rapport à l'urgence climatique qu'il y a derrière ces sujets. Et un tout petit mot pour vous recontextualiser, on parle souvent du marché du carbone. Ça, c'est un marché réglementaire à l'échelle de l'Union européenne, avec les 11 500 sites industriels les plus polluants qui ont des droits à polluer et qui peuvent se les échanger. Là, on n'est pas là-dessus. Ici, on parle bien de contribution, enfin du marché volontaire, c'est-à-dire des entreprises qui, de manière volontaire, non contrainte, financent des crédits carbone, donc des actions de séquestration. Donc c'est vraiment, il y a souvent un amalgame qui est fait, et je pense que c'est important de bien le remettre en contexte. Donc on va parler du rôle des entreprises. Alors effectivement, ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que toute entreprise, toute activité est émettrice en carbone, après dans des mesures différentes en fonction de son secteur d'activité, de la manière dont on le fait, de l'énergie qu'on utilise. Enfin, il y a un ensemble de sujets qui peuvent être observés. Sans rentrer dans trop de détails, et on pourra y revenir si vous voulez dans les questions, mais aujourd'hui on a quantifié le bilan carbone de Carmila et de son activité donc en France, en Italie, en Espagne. La réalité, c'est que le poids de l'énergie est énorme. La chance qu'on a entre guillemets aujourd'hui, même si c'est pas forcément une chance, je le tourne exprès positivement, c'est que aujourd'hui l'énergie coûte cher, très cher, et que ça impacte aussi forcément nos locataires, les charges, ce qu'on est capable de continuer à faire avancer sur les sujets plus techniques. Donc aujourd'hui l'énergie, ça représente plus de 50% du bilan carbone de Carmila, et c'est un sujet pour lequel du coup on est aussi de plus en plus en mesure d'investir, que ce soit via des équipements ou via des systèmes d'optimisation dans l'exploitation. On y reviendra après, notamment via des certifications qui s'appellent BREEAM exploitation. Après, donc, dans l'énergie, il y a l'électricité forcément, il y a tout ce qui est consommé sur site, type le fuel, le gaz, ce qu'on émet avec les fluides frigorigènes, donc ça c'est un pouvoir de réchauffement extrêmement élevé. Donc ça c'est environ 50%, un peu plus là sur l'année 2022 pour ce qu'on a sous les yeux. Après il y a effectivement sur un champ de responsabilité un peu plus étendu le sujet des déchets. Donc effectivement on a une activité qui n'est pas énormément génératrice de déchets, mais tout de même, avec tous les passages qu'il y a dans les centres, les clients, etc. Donc il y a le sujet notamment du traitement des déchets, qui est un vaste sujet. Il y a notamment la loi AGEC là, qui va sortir, il me semble, le 1er février 2024, là, en tout cas un volet de la loi AGEC qui sort en janvier 2024, où on va être obligé d'augmenter les flux de tri dans les centres et s'assurer du lieu de destination des déchets, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de déchets en France, même si on a l'impression qu'ils sont recyclés, ils ne le sont pas forcément. Donc ça aussi, c'est émissif, puisque soit on les enfouit, soit on les brûle. Il y a le sujet des achats, où aujourd'hui, à partir du moment où on a un acte d'achat, nous en tant qu'entreprise, que ce soit des services, des biens, ces services et ces biens sont carbonés. Donc il y a des sujets à regarder sur notre politique d'achat, les fournisseurs qu'on sélectionne. Et puis il y a, alors l'amont énergétique c'est un peu plus compliqué, c'est effectivement tout ce qui est, là dans une moindre mesure, parce que je disais avant, déchets et achats c'est à peu près une quinzaine de pourcents chacun. L'amont énergétique c'est tout ce qui est en fait le coût de la production de l'énergie, donc je ne rentre pas dans le détail, mais aujourd'hui c'est de plus en plus impactant aussi avec ce que je disais juste avant. Et puis il y a la construction, on voyait tout à l'heure dans l'introduction le schéma que je montrais sur
construction bâtimentaire qui finalement est 60% de l'empreinte carbone globale d'un bâtiment versus 40% pour l'exploitation. Aujourd'hui, on développe, en tout cas ces derniers temps, moins de bâtiments. Donc le véritable enjeu, il est sur l'exploitation et la rénovation, donc très tourné vers l'énergie. Voilà. Alors chez Carmila, effectivement, on a une posture très volontariste sur les sujets climat. Donc on a deux objectifs arrêtés dans le temps. On a un premier objectif qui est à 2030 sur ce qu'on qualifie de scope 1 et 2. Donc c'est ce que je vous montrais sur l'énergie juste avant. On voudrait être zéro émission nette. Donc c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure avec Basile, c'est de réussir à avoir une approche où on consomme le moins possible. On a conscience que de toute façon, notre activité fera qu'on consommera toujours de l'énergie. Mais par contre, qu'on la limite au strict minimum avec les équipements les plus efficaces possibles. Et qu'ensuite, on soit en mesure d'aller compenser, alors j'aime pas trop ce terme, plutôt restaurer l'équivalent de ce qui nous restera comme, contribuer effectivement sur l'équivalent de ce qui nous restera comme émission carbone à hauteur d'une dizaine de pourcents, et c'est, Basile va revenir dessus, mais c'est aussi ce qu'on commence à constituer, parce que c'est une démarche de moyen voire long terme, ce qu'on commence à constituer comme stock de carbone pour justement se dire que quand on arrivera à 2030, qu'on aura mis en place toutes les mesures possibles concernant la réduction et l'évitement sur l'énergie, on soit en mesure de pas gommer, mais en tout cas rendre le plus neutre possible notre impact, notamment énergétique et le carbone qui est généré via cela. Et ensuite, on a un deuxième objectif donc à 2040 qui est également zéro émission nette, donc là sur les scopes 1, 2 et 3. Donc c'est effectivement sur la partie énergie que vous évoquiez précédemment, mais également sur les achats, les déchets, tout ce qui pourra être construction neuve. En France, notamment, on a des réglementations thermiques qui sont de plus en plus exigeantes, où de toute façon, on va vers des constructions neuves qui seront soit presque on va dire neutre en énergie, ou en tout cas zéro énergie, pas consommée, mais en tout cas autant d'énergie produite que consommée. Mais il y a aussi ces sujets-là sur les scopes plus étendus. Aujourd'hui, on a aussi l'honnêteté de dire qu'il y a des postes sur lesquels c'est plus compliqué pour nous d'agir, typiquement le déplacement de nos visiteurs. Carrefour a été questionné récemment sur ces sujets-là. C'est un sujet aujourd'hui où on compte un peu aussi sur la conjoncture, notamment au-delà de l'incitation qu'on peut avoir vis-à-vis de nos clients sur les bornes électriques, l'accueil des vélos, les mobilités douces en général d'ailleurs, avec l'interdiction des véhicules thermiques là d'ici à 2030, enfin, il me semble que c'est 2027. Donc voilà, donc il y a des sujets qui vont évoluer aussi, et il y a certes les actions de Carmila qui sont très, très importantes pour contribuer à cette trajectoire, mais également des politiques publiques et des choix stratégiques qui seront faits par les pays dans lesquels on opère, qui contribueront aussi à cette stratégie. Et il y a un dernier sujet que je n'ai pas évoqué, qui est un levier auquel on fait appel en Espagne, notamment sur l'achat d'ENR, où aujourd'hui, il y a ce levier-là qui est activable pour réduire notre empreinte carbone. On est en train d'étudier la question pour essayer de trouver le schéma le plus intelligent possible et s'inscrire sur des démarches de moyen long terme également là-dessus, puisque le sujet, c'est bien de pérenniser ces démarches de transition. Et pour terminer, effectivement, je le disais aussi en introduction, on a nos investisseurs qui attendent de nous d'avoir des stratégies adaptées, notamment vis-à-vis du marché. Donc, on a été noté par une agence de notation. Alors, ce matin, on entendait parler de la notation de la France, la notation financière de la France. Nous, chez Carmila, on est aussi noté sur notre stratégie climat. On a obtenu la note de A en 2022, qui est la plus haute note. Une note souvent qui varie entre A et A- en fonction des années. L'idée, c'est que c'est de plus en plus exigeant, et ça va de pair avec le contexte qu'on connaît. On continuera à répondre à ces questionnaires aussi pour valoriser ce qui est fait avec toute l'humilité qui est nécessaire. Et enfin, pour terminer, c'est important de voir que ces sujets climatiques qui sont liés à beaucoup d'autres sujets, notamment la biodiversité, mais pas que. Il y a la question des ressources, il y a la question aussi qui est liée au climat pour le coup, mais qui est au-delà de réduire notre empreinte carbone, qui est d'être capable de s'adapter aux évolutions du climat, qui sont des choses qu'on doit de plus en plus continuer à prendre en compte. Et c'est aussi en partie ce qu'on fait grâce au partenariat qu'on a avec Terre à Terre. Alors ça, je vous ai donné un petit indice tout à l'heure. Quelle est selon vous la bonne démarche à adopter pour une entreprise qui est concernée par son impact climatique, qui souhaite mettre en place une stratégie climat? Est-ce que c'est d'abord réduire, puis aider les autres à réduire, puis contribuer au développement des puits de carbone? Est-ce que c'est d'abord aider les autres à réduire, contribuer au développement des puits de carbone, puis réduire ses propres émissions? Ou enfin contribuer au développement des puits de carbone, aider les autres et réduire ses propres émissions? Bon, il y a un ordre, je vous le donne dans le mille. C'est 1, je cherche à réduire mes propres émissions. Donc c'est ce que vous faites, et il y a de multiples exemples. 2, j'aide les autres à éviter. Et 3, je contribue au développement des puits de carbone. En l'occurrence, en soutenant des projets avec Terre à Terre, c'est sur les 2 derniers piliers que Carmila agit.
parce que les crédits carbone dans l'agriculture, ils vont valoriser, dans le cadre du label bas carbone, des réductions d'émissions pour les agriculteurs et de la séquestration. Donc on agit vraiment sur ces deux leviers-là, parce que l'agriculture, en fait, aujourd'hui, c'est quand même 20% des émissions françaises. Donc il y a quand même un enjeu à aider à décarboner ce secteur, en parallèle de développer son potentiel en tant que puits de carbone. Tu avais quelques exemples concrets ? Oui, effectivement, ça pourrait ressembler vaguement au récent slogan gouvernemental sur j'éteins, je décale, je réduis, mais c'est pas exactement la même chose, même si le propos central est un peu le même. Il y a effectivement les sujets de réduction, et ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc on a aussi de vastes plans de travaux chez Carmila, notamment pour la rénovation de nos actifs et la rénovation thermique, qui est un gros sujet, et qui est notamment sur les éléments de chaufferie, de climatisation, etc., des postes lumière, circulation d'air, etc., qui sont très consommateurs en énergie. Donc on a des plans de travaux qui sont déployés en lien avec la sobriété. Et puis il y a aussi, je parle pour la France, effectivement, le gouvernement qui nous intime des choses, avec le plan de sobriété gouvernemental dont vous avez entendu parler l'hiver dernier. Il y a aussi un sujet d'exploitation qui est le fait qu'on travaille beaucoup sur la certification environnementale de nos actifs en exploitation. Donc via, je le disais tout à l'heure, la certification BREEAM, où on a une approche pour le coup très proactive et volontariste sur le fait de pousser au maximum l'exploitation et optimiser l'exploitation de nos actifs, que ce soit sur des sujets environnementaux, mais aussi énergétiques, fonctionnels. Donc ça, c'est le premier sujet sur réduire. Éviter, c'est tout ce qu'on est capable d'éviter à nos clients, donc c'est notamment nos clients locataires, donc via l'optimisation aussi de l'utilisation de nos propres sites, donc ce que nous on qualifie de parties privatives, qui sont en fait nos boutiques. Donc voilà, il y a le sujet de favoriser l'écomobilité, qui est un très vaste sujet aujourd'hui, puisque nous, en tant que propriétaires de centres commerciaux, on est dans une zone géographique donnée, où on est aussi énormément soumis aux politiques publiques de transport. Donc on peut avoir un lobbying positif. Le sujet, c'est d'être en mesure d'accueillir les nouvelles mobilités, donc notamment les véhicules électriques, mais pas que, ça peut être des trottinettes, des vélos, quand les voies de circulation le permettent. Et la question qui se pose aussi, c'est comment demain on incite nos clients à venir autrement, sachant qu'on ne va pas déplacer la plupart de nos centres. Donc effectivement, cette question reste une question centrale à l'aune des véhicules thermiques et dans la transition dans laquelle on est aujourd'hui. On entendait hier qu'on a inauguré une grosse usine de batteries électriques dans le nord de la France. Donc ces sujets de mobilité sont aussi amenés à évoluer au fur et à mesure des années. Et puis effectivement sur l'évitement et la contribution, il y a une partie de ces piliers-là qui sont des piliers auxquels on contribue via le partenariat avec Terre à Terre, sur lesquels on va revenir avec Basile juste après. Alors maintenant on va focus sur l'agriculture et l'engagement de Carmila auprès d'agriculteurs. Donc déjà, ce qu'il faut savoir au sujet de ce marché du carbone volontaire, c'est qu'aujourd'hui, 95% des entreprises qui financent des projets carbone, c'est des projets qui sont en fait des projets forestiers. Et en fait, il n'y en a que 1% qui sont dans l'agriculture. Or, comme je vous le disais au début, l'agriculture, par l'impact qu'elle a sur les sols, elle a un potentiel énorme. Donc finalement, il y a un déséquilibre aujourd'hui dans la balance, et il s'agit de développer de plus en plus de projets bas carbone dans l'agriculture. Et puis aussi, une chose qui est importante à noter, c'est que à date, c'est 1% des projets carbone financés par des entreprises françaises qui financent des projets en France. Or, il y a peut-être une cohérence à contribuer à des projets qui sont sur les territoires où on émet, à relocaliser la contribution carbone. Donc c'est un peu ces sujets-là sur lesquels on travaille, c'est d'essayer de trouver finalement des projets qui vont être au plus proche des centres commerciaux, par exemple de Carmila. Donc là, c'est ce qu'on a fait en 2022 en soutenant, Carmila a soutenu 10 fermes qui sont à chaque fois une moyenne de 20 km des centres commerciaux. Donc ça peut faire sens. Bon, ici, j'ai fait un petit tableau comparatif entre la contribution carbone en agriculture et la contribution carbone dans le forestier. Bon, on ne va pas tout passer en revue, mais l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'en agriculture, les crédits carbone vont être certifiés à l'issue de 5 ans. En forestier, ça se fait au bout de 30 ans. Et donc, en fait, dans les 30 années imparties du projet, il peut se passer beaucoup de choses dans une forêt. Finalement, l'agriculture a un pouvoir de séquestration dans les sols qui peut être effectif plus rapidement. Et puis après, bon, il y a bien d'autres choses, notamment vis-à-vis de la dimension multi-impact. Finalement, des projets dans l'agriculture, ça va beaucoup jouer sur le cycle de l'eau, sur la qualité des sols, sur la biodiversité.
Et tout cet ensemble de paramètres, aussi d'ailleurs, ça va avoir un impact social pour les agriculteurs. Tous ces paramètres-là, ils sont importants à prendre en compte. Le carbone, c'est ce qui se mesure le plus facilement, mais derrière ça, finalement, c'est un prétexte pour jouer sur plein d'autres leviers. Et effectivement, je pense qu'il y a cette volonté qu'on a eue de travailler avec des acteurs locaux. On est vraiment très implanté dans les territoires chez Carmila avec des centres en région qui sont effectivement dans des territoires riches et variés, sachant que la problématique du carbone, ça reste une problématique mondiale, mais il y a un sujet d'incarnation aussi derrière ça et de compréhension et d'accompagnement sur les territoires qui reste central. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi de travailler avec Terre à Terre pour avoir cette imprégnation territoriale qui donne aussi du sens à la démarche finalement. Ouais, clairement, l'idée, c'est de mettre une image derrière, quoi. Le fondateur de Terre à Terre, avec qui je travaille tous les jours, il donne souvent cet exemple qu'il avait fait de la contribution carbone dans le forestier. Il avait juste reçu un papier bravo, vous avez planté 1000 arbres. Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Nous, toute l'idée chez Terre à Terre, c'est de rendre le truc vivant. Donc, notamment, on permet aux entreprises d'aller rendre visite aux agriculteurs, de voir ce qui a été mis en place. C'est ce qui a été fait avec Carmila en 2022, en octobre. Vous êtes assez nombreux, il y avait une vingtaine de personnes qui allaient rendre visite à un des agriculteurs financés dans son projet à Cholet. Et c'est là l'intérêt aussi, quoi, c'est de pouvoir parler concrètement aux collaborateurs de ce qui est fait, parler concrètement aussi au grand public de ce qui est mis en place. Mais en effet, le fait de financer localement, c'est aussi un des avantages. Bon, il y a un petit quiz derrière moi, je vous ai donné aussi la réponse. L'agriculture aujourd'hui, c'est 20% des émissions en France. C'est 20%, alors même qu'au début de cette présentation, je vous expliquais que ça peut être pourtant un formidable puits de carbone. Donc en fait, il y a un vrai paradoxe là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui est émetteur, alors même que ça pourrait être un de nos plus beaux outils pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a un petit graphe qui vous explique que finalement, quels sont les gaz émetteurs en agriculture. En fait, ce n'est pas tant le CO2. Le CO2, c'est les machines, mais c'est une faible proportion. C'est beaucoup le méthane, donc le méthane qui est issu de l'élevage, notamment des gaz entériques, et puis aussi le protoxyde d'azote, donc qui est lié à l'épandage d'engrais. C'est vraiment les deux gros leviers qui sont émetteurs aujourd'hui en agriculture. Et donc on parle souvent d'agroécologie. Finalement, les agriculteurs qui se mettent dans des projets carbone, ils font de l'agroécologie. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est assez vaste, c'est beaucoup de méthodes, mais si je devais en citer que quelques-unes qui vont pouvoir vous parler concrètement, on parle par exemple aujourd'hui beaucoup dans l'agriculture de labour. Le labour, c'est-à-dire mettre le sol à nu, le retourner pour permettre ensuite d'y mettre la culture suivante. Le labour, en fait, il va quand même pas mal déstructurer le sol et détruire cette fameuse matière organique dont je vous parlais. C'est justement celle-là qui séquestre le carbone. Donc il y a tout un enjeu, par exemple, à diminuer le labour. Et puis on parle aussi de couvert d'interculture, c'est-à-dire ne pas laisser le sol à nu. Dans le vivant, le sol, il est toujours couvert par du végétal. Et donc l'agriculteur, en fait, entre deux cultures, il va intégrer un couvert d'interculture, c'est-à-dire une culture qui ne va pas forcément chercher à vendre, mais qui va avoir pour bénéfice de faire de la photosynthèse, de faire de la matière organique qu'on va pouvoir ensuite rendre au sol, et puis d'enraciner le sol pour éviter que quand il y a des grosses pluies, il y a un lessivage des sols et on se retrouve avec nos rivières qui sont toutes marrons et on perd nos sols en France aujourd'hui. Donc en fait, voilà, je vous donne quelques exemples. Après, pour ce qui est de l'évitement, par exemple, pour un éleveur, plutôt que de nourrir son bétail avec du soja qui vient d'Amérique latine, et c'est une nourriture qui est très carbonée, c'est comment faire en sorte que l'éleveur puisse nourrir son bétail avec du colza qui est cultivé en France, voire même qu'il cultive lui-même, et pour aller vers une autonomie protéique. Voilà un petit peu quelques exemples. Donc c'est finalement des leviers qui nécessitent pour les agriculteurs un changement de pratique, un changement de paradigme. Et donc pour ça, c'est aussi de la formation, de l'achat de matériel. Mettre des couverts d'interculture, c'est des semences, c'est des semoirs à financer. Et c'est toutes ces choses-là finalement qui sont financées pour l'agriculteur dans sa transition. Voilà, je voulais juste vous donner quelques billes de compréhension. Donc ça, c'est notre mission chez Terre à Terre, comme je vous le disais en introduction. Nous, finalement, on fédère l'ensemble des agriculteurs en France via des partenaires qui agissent sur le territoire. Ils fédèrent des agriculteurs dans les régions. Et nous, on a une cartographie finalement de tous ces agriculteurs français qui émettent des crédits carbone, qui sont dans des projets bas carbone. Et on fait le lien avec des entreprises. On vient expliquer l'enjeu et on trouve les projets qui peuvent être les plus pertinents, que ce soit géographiquement ou alors liés à la chaîne de valeur, notamment pour les industries agroalimentaires. Voilà un peu notre mission.
Ça, c'est pour vous expliquer que les projets, c'est sur 5 ans. Donc, l'agriculteur, il a un bilan carbone qui est fait au début sur sa ferme et il va définir les leviers d'action. Les leviers d'action sur lesquels il va pouvoir jouer, soit pour réduire, soit pour séquestrer. Il a, à l'issue de cette définition de levier, là, il va pouvoir être finançable. Et il y a une visite de mi-parcours pour suivre la bonne mise en place de ces pratiques. Il a un conseiller technique, évidemment, qui est là pour l'aider tout au long du projet. Et puis, il y a du coup un bilan et une audit de certification à l'issue des 5 ans pour valider l'effectivité et la bonne mise en place de l'intégralité des leviers. Et donc, c'est là que les crédits carbone sont certifiés. Donc, en fait, Carmila, vous avez financé dès lors que les projets ont eu leur diagnostic et leur mise en place de levier. Mais donc, les actions et les crédits carbone seront certifiés 5 ans après. Il y a un sujet ici qui est super important, c'est qu'effectivement on s'inscrit dans des temporalités qui sont souvent de moyen long terme et qu'il faut commencer à intégrer aussi à nos stratégies. Il y a beaucoup d'entreprises d'une manière générale, sans qualifier qui que ce soit, qui ont des visions assez court-termistes de leurs activités et pour des raisons évidentes aussi et parfois économiques. Là on cherche vraiment à s'inscrire dans des logiques de moyen long terme une fois de plus et dans des perspectives qui sont, alors tu parlais de chaîne de valeur tout à l'heure, effectivement pas éloigné de nos chaînes de valeur, puisqu'un de nos partenaires principaux c'est Carrefour, donc effectivement on n'est pas non plus à l'extérieur de notre chaîne de valeur. La question qui se pose, c'est comment on sera capable aussi à l'avenir de générer de plus en plus de volume de restauration, séquestration et accompagner un certain nombre d'acteurs pour à la fois contribuer positivement à l'activité du territoire et à, on va dire, un budget carbone plus global, et puis nous alimenter aussi nos stratégies, être capable de communiquer de manière cohérente dessus. Tous les crédits carbone ne se valent pas aujourd'hui, et il y a un sujet, et je terminerai là-dessus, un sujet de suivi dans le temps qui est extrêmement important, puisque on a parlé de projets forestiers tout à l'heure. Une forêt, on a tous l'impression que ça vit tout seul, et c'est effectivement le cas. Par contre, dans la perspective d'une exploitation optimisée et dans la capacité qu'on a à lui attribuer des crédits carbone, il faut que cette forêt soit suivie. Et en s'inscrivant dans des projets sur 5 ans avec Terre à Terre, on vient aussi en partie pallier au risque qu'il y a autour du non-suivi de ces projets. Donc c'est quelque chose de très important et qui vient pérenniser notre démarche. Si tu veux dire un mot sur la plateforme, et puis je compte. Ouais, voilà, donc pour garantir la transparence des projets, on met à disposition une plateforme, donc Carmila, c'est ce qu'ils ont, où finalement les actualités sur les mises en place des actions sur les fermes remontent via ce tableau de bord. Et en fait, l'idée, c'est évidemment de ne pas faire du one-shot avec les entreprises. Comme vous l'avez compris, une stratégie climat, ça s'inscrit dans le temps. Et donc l'idée, c'est pas de faire une contribution une année et d'en parler 10 ans, mais c'est bien finalement d'annualiser cet impact dans une démarche de contribution long terme. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire remonter année après année les différents projets, d'y voir clair, d'aider aussi dans la manière de communiquer. On sait que c'est un sujet qui peut parfois être sensible pour les entreprises, la communication sur ces sujets de contribution carbone, de climat. Mais avec ce type de projet, il y a tout à fait matière à en parler de manière saine et cohérente. Et donc voilà, donc on a fait une première visite de ferme cette année. Ce sera quelque chose à pérenniser, je pense, de continuer à aller sur le terrain, voir ce que font les agriculteurs. En tout cas, nous, on est ravis de travailler avec Carmila et de venir témoigner comme ça de ce type d'engagement. On travaille aujourd'hui avec une 50aine d'entreprises et il y en a de plus en plus qui s'engagent dans ce type de démarche. On travaille avec plus de 2000 agriculteurs en France aussi, donc ça se développe aussi pour les agriculteurs. Je pense que c'est important de les aider, à la fois de les financer, même si le financement ne fait pas tout, mais c'est aussi pour revaloriser leur image vis-à-vis de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est finalement les agriculteurs les premiers qui ont les armes, donc je pense que c'est important de les valoriser là-dessus. Et d'ailleurs, il n'y en a aucun qui a dit non pour faire visiter sa ferme par les entreprises contributrices. Ils sont toujours ravis d'accueillir, et je pense que ça, c'est chouette aussi. Voilà, merci beaucoup Thomas. Merci Basile, et je dirais un dernier mot également, parce qu'en fait ce sujet est à la croisée d'un certain nombre de piliers de nos stratégies, en fait, parce qu'on a parlé d'environnement, mais il y a aussi l'aspect sociétal, territorial de notre stratégie chez Carmila, où on a mis en place un certain nombre de choses dans les territoires qui pourront faire l'objet d'une autre conférence. Mais effectivement, on a parlé de co-bénéfices, ici on en a noté 5 sur la plateforme, mais effectivement des co-bénéfices, il y en a beaucoup, et l'idée c'est quand même de réussir à aborder les sujets de manière un peu systémique et de ne pas les isoler les uns des autres. C'est aussi ce qu'on réussit à faire avec Terre à Terre. Et je conclurai pour ma partie en disant que cette partie restauration, elle est extrêmement importante pour atteindre nos objectifs, mais on est bien dans une séquence qui consiste à réduire nos consommations et nos émissions, en éviter un maximum et travailler en plus en parallèle sur ces sujets de restauration et d'accompagnement pour réussir à justement potentiellement atteindre cette neutralité carbone dont on parlait au début. Merci beaucoup.